1, 2, 3, fight! You win! Bon, on va commencer tranquillement. Je vous remercie de venir voir cette session. Je m'appelle François Bouteruche, je travaille chez Microsoft dans une équipe qui s'occupe des relations avec les développeurs et les communautés de développeurs. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler et vous partager avec vous les leçons que Microsoft a apprises tout au long de son parcours, je dirais presque parcours initiatique, sur la mise en place des pratiques DevOps. Donc on va parler un petit peu de ce sujet aujourd'hui. Alors en préambule, je vais dire, je ne fais pas partie des équipes d'engineering. Alors vous allez me dire, mais en quoi il a le droit de parler de ce sujet-là au nom de Microsoft ? Alors, pour plusieurs choses, parce qu'en fait, avant d'être chez Microsoft, moi j'ai rejoint Microsoft il y a à peu près 2 ans et demi. J'étais à Rennes d'ailleurs, j'habitais à Rennes. Ça fait 4 ans quasiment jour pour jour que j'ai quitté Rennes pour Paris. Alors, des gens à Rennes m'ont traité de fou, mais finalement c'était pas mal puisque j'ai fini par arriver chez Microsoft. Et donc, avant d'être chez Microsoft et quand je travaillais à Rennes, j'étais MVP autour des outils de développement Microsoft, Visual Studio, ce genre de choses. Et donc, j'avais des interactions assez régulières avec les groupes produits et les équipes d'engineering, ce qui m'a permis d'être finalement un spectateur privilégié de la transformation que je vais évoquer aujourd'hui, et puis d'autant plus aujourd'hui maintenant que je fais partie de Microsoft. Petit disclaimer, les slides sont en anglais, c'est pas une coquetterie de ma part, c'est pas une fainéantise non plus. C'est juste que ces slides ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Sam Guggenheimer, qui travaille à Seattle, qui est programme manager dans les équipes d'engineering Azure DevOps, Visual Studio, Team Services, enfin voilà, les produits pour développeurs. Et c'est lui qui a fait ces slides. Et par respect pour son travail et parce que je trouve qu'il y a des choses qui ne se traduisent pas bien en français, j'ai préféré laisser les slides en anglais. Et donc Sam, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, m'a autorisé à délivrer ce talk en français. Donc voilà un petit peu pour la situation et le contexte. Et donc je vais commencer un petit peu cette histoire de la transformation DevOps de Microsoft. Et je vais commencer par poser la question de c'est quoi DevOps ? Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me définir ce qu'est DevOps ? Alors, je vois que personne ne s'y essaye, il y a des gens qui murmurent, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler de DevOps. Il y a des gens qui vont parler d'un job role, il y a des gens qui vont parler d'une méthodologie, de la collaboration. Moi, je suis toujours assez étonné quand je vois des job desks sur les sites de recrutement. Je cherche un ingénieur DevOps. Ouais, bof. Et donc, la problématique, c'est ça, c'est que DevOps, c'est pas mal une philosophie et on a commencé par finalement, et on a peut-être même terminé par ça, par se faire notre propre définition, se l'approprier notre propre définition au sein de Microsoft de ce que c'était DevOps. Ça ne veut pas dire que c'est la définition où on dit DevOps, c'est ça. Non, on dit DevOps, chez Microsoft, voilà ce que ça signifie. Et donc chez Microsoft, ça signifie l'union des personnes, des process et des outils pour délivrer de la valeur en continu à l'utilisateur final. Et c'est la dernière partie de la phrase qui est le plus important pour nous, c'est délivrer de la valeur en continu à l'utilisateur final. Parce que finalement, si on parle juste, c'est des personnes, c'est des process ou c'est des outils, on a juste parlé du moyen, d'un des moyens, et pas de l'objectif. Et l'objectif, c'est de délivrer de la valeur en continu à l'utilisateur final. Si vous n'avez pas cet objectif-là dans votre entreprise, il faut même se poser la question de savoir s'il faut juste essayer de mettre en place des pratiques DevOps. Est-ce que ça me servirait vraiment si je n'ai pas besoin de délivrer en continu de la valeur à mes utilisateurs finaux ? Contexte, projet pour l'armée, le système doit être dans un char d'assaut pendant 30 ans. Est-ce que ça vaut le coup de faire du DevOps là-dessus ? On peut se poser des questions. Donc voilà ce qu'on a fait. Donc, et très honnêtement, et vous le verrez dans la presse, ça, on a terminé par ça. C'est qu'aujourd'hui, on est capable de poser une définition commune au niveau de l'entreprise de ce qu'est DevOps. Un autre point important dans cette transformation, c'est qu'à un moment, on a mis en place
ce qu'on appelle, ce qui est appelé chez nous, le One Engineering System. Satya, donc il y a 4 ans à peu près, on a changé de patron. Donc Satya a pris la place de Steve Ballmer. Merci Satya. Il a une vision très claire des choses, c'est que pour lui, on est une boîte de développeurs et on développe des logiciels, des services. Et il a à cœur notre productivité, la productivité des développeurs. Parce qu'en fait, il y a à peu près 80 000 software engineers, donc développeurs chez Microsoft. Donc vous imaginez bien que si on augmente de 2, 3, 4 ou 5% la productivité des développeurs, ça fait une force de frappe colossale de gagner. Donc de son point de vue, eh bien, il n'y a pas de chose plus importante que de prendre le temps d'améliorer son système de production, donc son usine logicielle, son intégration continue, ses outils de planification agile, ses outils de déploiement, tout ce qu'on met là-dedans, parce que c'est extrêmement important pour la productivité de l'entreprise. Et par exemple, ça ne deviendrait pas un constructeur automobile, sauf à faire du haut de gamme sur un marché de niche, de produire des voitures à la main. D'accord ? Et il y a des fois, franchement, il y a des équipes de développement qui font encore du logiciel à la main. C'est bien, c'est software craftsmanship, mais ça ne passe pas à l'échelle. Et pour la petite anecdote, je vous ai dit, il y a 80 000 ingénieurs à peu près chez Microsoft qui font du développement logiciel, et il y en a à peu près entre 800 et 1000 qui sont focalisés uniquement sur notre système de production. Donc 1% à peu près. Donc c'est assez, finalement, quand on regarde le nombre, c'est quand même assez colossal, mais c'est un tout petit investissement par rapport au nombre de développeurs, c'est 1%. Mais effectivement, ça ne nous donne pas la même force de frappe que quand on est dans une entreprise, qu'on a, je sais pas moi, peut-être 100 développeurs, et si on investit 1% de ces 100 développeurs, bah, ça fait un dev ou une personne à s'occuper de Jenkins, de Jira, de GitLab, de toutes ces choses-là. Et franchement, ça ne tient pas la route. Mais en fait, le One Engineering System, donc, ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que si on a été obligé de dire, et si Satya était obligé de dire qu'il faut mettre en place un One Engineering System, ça veut dire qu'on avait plein de groupes produits, vous le savez, Windows, Office 365, enfin tout ça, je ne vais pas vous faire les produits, qui avaient chacun un peu leur usine logicielle, leur manière de faire, voire même leurs propres IDE. Et du coup, ça a commencé par une migration et de dire tout le monde converge vers la même usine logicielle, vers la même chaîne de production. Et donc ça a commencé à peu près en 2015. Donc il y avait déjà à peu près 20 000 ingénieurs qui travaillaient sur cette chaîne de production unique en 2015. Et vous voyez, en fin 2017, on était à 75 000 et en 2018, on est monté aux 80 000. Donc ça a pris 3-4 ans. Pourquoi ça a pris 3-4 ans ? Parce qu'en fait, on est une entreprise comme les autres. On gère une problématique du changement. Ça ne se fait pas sans casser des œufs. Je suis sûr que vous le vivez dans vos entreprises, quand vous amenez le dernier framework, la dernière techno, le dernier outil, il y a toujours des gens qui vous regardent. Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu veux changer ? Mais on a toujours fait comme ça. Pourquoi tu veux changer ? Vous la connaissez cette phrase, hein, vous rigolez, donc vous la connaissez. Et bah ouais, on est comme tout le monde, hein, c'est de l'humain. Voilà, c'est DevOps, hein, c'est People, Process and Tools. Et People en premier, parce que si on ne règle pas le problème de l'humain et qu'on n'explique pas aux gens pourquoi il faut évoluer, c'est problématique. Bon alors la chaîne, ça c'est le seul slide un peu réclame, et encore je ne vais pas le faire en mode réclame de ma presse, c'est notre usine logicielle, c'est Azure DevOps, qui s'appelait avant Visual Studio Team Services, qui s'appelait Team Foundation Server quand c'était on-prem. Je sais que plein d'entre vous détestent ça, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un service en mode SaaS qui nous permet, en premier, parce que finalement on est les premiers utilisateurs de notre propre service. Ça, c'est l'intérêt de One Engineering System, c'est qu'on a commencé à faire en anglais, ils appellent ça du Eat Your Own Dog Food, hein, mange ta pâtée pour chien. Si elle est bonne pour toi, elle sera bonne pour tes clients. Et donc ça nous permet de faire de la planification agile, ça nous permet de faire de l'intégration continue, de gérer nos repos Git, nos repos Git, hein, parce que chez Microsoft on est tous passés à Git. Même le groupe Windows, qui a le plus gros repo Git du monde. Donc ça nous permet de gérer nos mises en prod et notre monitoring, parce que bien souvent, si on ne fait pas de télémétrie de monitoring, on n'est pas vraiment en train de faire du DevOps, parce qu'on ne peut pas boucler la boucle. Donc juste pour donner quelques chiffres,
C'est quoi le DevOps aujourd'hui à Microsoft? Et encore, ces chiffres-là, si je trouve, ils datent d'août 2018. Donc c'est 78 000 déploiements par jour, histoire de donner un ordre de grandeur. C'est 372 000, c'est un peu plus de 372 000 pull requests par mois. C'est 5 millions de work items manipulés par jour. Donc les work items, c'est les issues dans GitHub. D'accord, 5 millions par jour de manipulés, d'édités. Parce qu'en fait, tout ce que vous mettez dans des trackers, type vous utilisez un produit Microsoft, vous cliquez sur le smiley, vous envoyez un commentaire. Vous allez sur User Voice, vous mettez un commentaire dans User Voice. Tout ça, ça arrive dans les backlogs. Donc je vous laisse imaginer comment les programmes managers ils s'éclatent à faire le triage. Mais tous les feedbacks arrivent dans le backlog. Donc voilà un petit peu ce que c'est aujourd'hui chez nous le DevOps en termes de chiffres. Il y a 2 millions de commits Git par mois. Mais ça c'est aujourd'hui. Et puis je vous ai parlé de ce qui s'est passé quand Satya il est arrivé. Mais maintenant je vais vous parler du premier groupe produit qui a vraiment enclenché cette démarche-là. Et ça remonte bien avant l'arrivée de Satya à la tête de Microsoft. C'est le groupe produit Azure DevOps lui-même. Parce qu'en fait, effectivement, pour commencer à faire du DevOps dans tous les autres groupes d'engineering, il faut déjà que l'usine logicielle elle-même soit en mode DevOps. Et eux, ils ont commencé en 2010. Alors pourquoi ils ont commencé en 2010 ? Alors comme je vous disais, c'est Visual Studio, IDE, qui à l'époque avait une release majeure tous les 2 ans environ, quand ça allait bien. Team Foundation Server, produit on-prem. Et nos concurrents de l'époque, c'était des IBM Rational, Quality Center, pour ceux qui aiment bien faire du test, c'était des gens comme ça. Alors voilà, quand je compare nous à ces autres noms, je suis sûr que IBM Rational ou Quality Center, il y en a qui utilise encore IBM Rational ou Quality Center? Voilà, c'était la démonstration, personne. Et il y a encore Azure DevOps, par exemple, il y a 4 millions d'utilisateurs quotidiens worldwide. Donc, juste ça résume en fait pourquoi ils ont commencé à réfléchir à ça, parce qu'en 2010, ils se sont dit on va mourir. Il y a un truc qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'avec les techno-web, ça va tellement vite que nous, on délivre tous les 2 ans notre nouvelle version de notre IDE et de notre usine logicielle, sauf qu'à chaque fois, on est à côté de la plaque parce que les techno-web, tous les 6 mois, il y a un nouveau truc. Donc on va mourir. Et puis il y avait des acteurs qui commençaient à monter, les approches open source, Stack Overflow, les prémices d'outils comme Git, et puis derrière, plus tard GitHub, ce genre de choses. Et donc on avait la chance d'avoir des programmes managers. Programme manager, chez nous, c'est l'équivalent des product owners dans le monde agiliste. On aime bien avoir nos propres dénominations. Et bien du coup, ils se sont dit, on va mourir. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on accélère. OK, mais comment on accélère ? À l'époque, on ne parlait pas de DevOps, on parlait de pratique agile. Je repositionne le contexte, on est en 2010. DevOps, c'était encore assez confidentiel. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé tout le monde, donc je vous rappelle, les 800 personnes, ils ont envoyé tout le monde en training agile. En disant, en fait, on fait un investissement massif, et il faut que tout le monde ait le même vocabulaire. Parce que souvent, alors il y a plein de gens aujourd'hui qui disent l'échec de l'agile, l'agile c'est fini, tout ça. Ouais, en fait, il y a plein de gens qui échouent à mettre en place les pratiques agiles parce que souvent il n'y a pas de vocabulaire commun. On a envoyé un mec ou une femme faire une formation. Il est revenu avec ce qu'il avait compris. Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais moi sur le net, j'ai lu ça et tout ça ». Donc la meilleure solution, c'est d'envoyer tout le monde en formation, se créer un vocabulaire commun. Et à la suite de ça, ils ont commencé le premier sprint en 2010 et ils n'ont jamais arrêté depuis. Ils n'ont jamais arrêté depuis et ils ont commencé à faire du re-engineering sous le capot parce qu'ils se sont dit on a un problème chez nos clients, c'est que par contre notre usine logicielle qui est déployée chez les clients, c'est des ops qui la déploient. Alors je vais peut-être me faire insulter quand je dis ça. Et ils aiment bien que ça ne change pas. Donc finalement, à chaque fois qu'on leur file un update de Team Foundation Server, les mecs ils disent ouais, on verra. Donc en 2010, quand on a sorti TFS 2010, il y avait encore plein de clients qui avaient TFS 2005. Ils n'avaient même pas installé la version intermédiaire de 2008. Voilà. Donc la problématique, c'est ouais, mais si on veut accélérer, en fait,
les développeurs qu'on adresse, eux, ils aimeraient certainement les nouvelles features, mais les gens qui administrent la solution, eux, ils ne le veulent pas. OK, qu'à yes, bah, on va commencer à développer un service SaaS. Sauf qu'en 2010, ce n'était pas possible d'ouvrir un service SaaS parce que bah, forcément, c'était une base de code pour un produit on-prem. Donc il y a eu 2 ans de travail sous le capot et en 2012, ils ont sorti une première preview. Et puis là, on a commencé à prendre plein de feedback. Et puis on a itéré jusqu'en 2014 où le service est passé en General Availability. Et 3 sprints plus tard, c'est tout Microsoft qui a commencé sa migration sur le One Engineering System qui est finalement notre propre instance du service. Rapidement, 1 an plus tard, on s'est rendu compte que, le groupe produit qui fait l'usine s'est rendu compte que vu tous les besoins divers et variés qu'il y avait au sein de Microsoft, en termes de Java, de Linux, de tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, au sein de Microsoft, vous trouvez toutes les technos de développement de la Terre. Il y a des gens qui font du Go chez nous, il y a des gens qui font du Rust, il y a des gens qui font du Scala, du Java, enfin, vous trouvez tout ce que vous voulez chez Microsoft. Donc ils se sont dit, on va jamais y arriver. Donc ils ont créé les extensions pour se dire, bah voilà, on peut pas tout faire nous-mêmes, donc on va mettre des extensions. Et puis ceux qui veulent nous aider, ils mettront des extensions. Puis du coup les extensions, même nous, sur tout ce qui est CI/CD par exemple, tout est en open source sur GitHub. Et puis en 2016, on a voulu migrer le Windows dans Git. Enfin, le groupe produit a dit, bah ouais, on y va, on va dans Git. Alors, à titre de comparaison, alors je ne voudrais pas dire de bêtises, je suis pas un expert là-dessus, mais globalement, le repo Linux, c'est 600 mégas. Celui de Windows, c'est 250 gigas. Et donc, ça ne rentrait pas. Donc, on arrivait aux limites techniques de Git. Donc on a créé GVFS, l'extension pour Git qui permet finalement d'avoir des liens vers des fichiers externes. Donc du coup on ne commit pas le fichier vraiment dans Git, mais juste une référence vers ce fichier externe qui est mis dans autre chose que le repo de code source Git. Et on l'a développé en open source et on l'a reversé à la communauté. Donc voilà un petit peu l'histoire. Et puis en 2016, on atteignait le 124e sprint. Donc tout ça, vous voyez, c'est un temps long. Et petit à petit, on améliore nos pratiques DevOps. Je vais y venir. Mais la question, c'est mais pourquoi on s'est embêté finalement? Voilà. Parce qu'il y a encore des gens qui doutent que mettre en place des pratiques DevOps, ça peut être utile. Eh bien, la réponse, c'est juste ces petits diagrammes et ces chiffres. Vous voyez, en 2017, le groupe produit, sur l'usine logicielle, ils ont déployé 435 features. En 2012, ils étaient capables d'en déployer 22. Et en fait, en 2016, ils en ont déployé autant que les 4 années précédentes. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile, ils ont recruté plein de monde, et puis non. C'est-à-dire que là, on a des taux de multiplication globalement par 10, c'est du x10, hein, 22, 262, on est à plus de x10, et on n'a pas fait x10 sur nos effectifs, pas du tout. Donc c'est bien la mise en place de toutes ces pratiques d'ingénierie logicielle qui nous a permis d'accélérer la cadence et de produire plus de nouvelles features qui délivrent de la valeur en continu à nos utilisateurs finaux. La boucle est bouclée. Donc maintenant qu'on a dit ça, l'idée c'est de se dire, ok, mais qu'est-ce qu'on en a retenu et qu'est-ce qu'on peut partager avec les gens? Alors globalement, ça se synthétise en 5 points. Premièrement, c'est l'autonomie des équipes dans l'alignement à l'entreprise. Ça, je vais y revenir, je donne les 5 points. Le Shift Left Quality, alors ça, c'est un truc que j'arrive pas du tout à traduire en français. Ça veut dire ramener l'évaluation de la qualité au plus près du développeur, et j'expliquerai pourquoi. Troisième point, c'est avoir un état d'esprit orienté client, penser à l'utilisateur final, le consommateur qui va utiliser le service. Le quatrième point, c'est avoir un état d'esprit orienté production. Ça, c'est plutôt la petite fessée pour les développeurs que nous sommes. Et arrêter de penser que ça doit marcher que sur sa machine. Et puis, l'autre point, c'est pour nos amis Ops. Les gars, l'infrastructure, ça doit être une ressource flexible. Quand je te demande un environnement, tu ne me demandes pas de renseigner un formulaire Word et tu ne me files pas mon environnement dans 3 semaines. Parce que là, j'ai un vrai problème de prod et il faut que je débug maintenant. Voilà. Et ben, en fait, vous voyez, je suis sûr que vous avez ces problèmes-là, mais nous, on les a eu aussi en interne. Donc sur l'autonomie des équipes et l'alignement de l'entreprise, parce qu'en fait, le sujet, c'est
c'est OK. On sait que l'innovation, ça vient de l'autonomie. On a bien essayé, les structures bien hiérarchiques, bien pyramidales, où finalement tout le monde se retourne là-haut. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, démerde-toi. Ça ne marche pas, on n'innove plus. Et donc du coup, il faut travailler sur l'autonomie des équipes. Mais par exemple, dans un groupe produit de 800 personnes, l'autonomie des équipes, ça ne veut pas dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Hein, parce que sinon, pour coordonner les différentes équipes, ça devient le gros bazar. Donc globalement, chez nous et dans ce groupe produit-là, et puis maintenant dans les autres groupes produits, l'autonomie, c'est la planification de comment on va délivrer les features qu'on nous demande de délivrer. Et c'est les pratiques au quotidien de l'équipe. Est-ce que vous êtes plutôt Scrum? Est-ce que vous êtes plutôt Kanban? Est-ce que vous êtes plutôt Extreme Programming? Quel est votre saveur préférée? Donc ça, c'est le choix de l'équipe. Et puis tout ce qu'il y a au-dessus, l'organisation, les rôles, la structuration des équipes, la cadence, la taxonomie, tout ça, c'est l'alignement à l'entreprise. Parce qu'en fait, si on veut que les gens puissent bouger d'une équipe à l'autre ou un truc comme ça, il ne faut pas qu'à chaque fois qu'ils changent d'équipe, ils aient l'impression de débarquer dans une nouvelle entreprise. Parce que, rappel, on cherche la productivité des développeurs. Donc si à chaque fois qu'un gars change d'équipe, en plus d'apprendre ce qu'il y a dans le code source, ça c'est utile, il doit en plus réapprendre toutes les pratiques de l'équipe et tous les rôles et tout ça, c'est compliqué. Donc une équipe chez nous, c'est quoi? Eh bien, c'est déjà une pièce physique où l'équipe est physiquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'équipe cross-continent. On a des équipes qui sont à travers les continents. On a des équipes qui travaillent dans ce groupe produit en Inde, en Europe et aux US. Par contre, au sein d'une même équipe, ils sont dans la même pièce. Sinon, la collaboration, tout ça, même avec les outils numériques, c'est compliqué. Les équipes, elles sont interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas que des devs dans une équipe. Il y a les programmes managers, il y a les ops, il y a les UX designers, il y a toutes les personnes qui sont nécessaires pour faire ressortir les features. Chez nous, c'est 10-12 personnes, 12 max par équipe, donc qui s'auto-organisent et qui ont une mission claire. C'est-à-dire qu'on l'a clairement dit, vous êtes responsable des fonctionnalités d'intégration continue. Vous êtes responsable des fonctionnalités de déploiement continu. Vous êtes responsable des dashboards. Vous êtes responsable des boards agiles, et ainsi de suite. Et ils savent très clairement de quoi ils sont responsables. Et responsables en entier, c'est-à-dire qu'ils sont responsables du backlog, ils sont responsables du fait que ça fonctionne en prod, ils sont responsables de la satisfaction client, de tout ça. Je m'arrête, hein. On n'a rien inventé. Hein. C'est ce qu'on a mis en place, mais tout ça, finalement, quand on lit la littérature agile et tout, c'est exactement ce qu'on retrouve à divers endroits de la littérature agile. On n'a rien inventé. Les équipes, on essaie de faire en sorte qu'elles restent intactes pendant 12 à 18 mois, parce que si les gens sont tout le temps en train de changer d'équipe, c'est un peu le bazar. Et comme je le disais, donc elles sont responsables, et ça j'y reviendrai, vous allez voir, elles sont responsables de leurs features en production et du déploiement de leurs features en production. Mais j'y reviendrai plus tard. Intact tous les 12 à 18 mois. Et il y a un truc, on fait tous les... je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est tous les 12 mois, je crois, ou 18. Ils font un exercice de sticky note, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent un peu dans des grandes salles, des amphis ou des trucs comme ça. Et puis chaque équipe vient présenter son équipe. Voilà ce qu'on fait, voilà comment on est organisé, voilà nos after-work, voilà la vie de l'équipe, voilà ce qu'on fait. Ils se présentent, ils se vendent. Et puis après, les gens, ils viennent mettre des post-it et dire bah, « moi, j'aimerais bien aller bosser dans cette équipe-là, en fait. J'aimerais bien changer, j'aimerais bien aller dans celle-ci. » Alors, au début, je peux vous expliquer que les managers non mais attends, si tu leur donnes cette... ils vont être tout le temps en train de changer, ça va être le bazar. Dans la réalité, il y a les équipes sont stables à plus de 80%. Et parce qu'en fait, les gens, ils n'aiment pas le changement. Donc, les équipes sont stables à plus de 80%. Donc, en faisant ça, ce qui est très intéressant par contre, c'est que chaque personne a l'occasion de se déterminer et de dire « moi, j'ai envie de rester » ou « moi, j'ai envie de changer ». Donc,
Et à la fin, la personne, elle l'a dit elle-même. Et donc, elle est en accord avec elle-même. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que ça permet de polliniser. Laisser des gens changer d'équipe, ça permet de polliniser les bonnes pratiques. Et tu sais quoi, moi, dans l'équipe d'avant, on faisait comme ça et c'était pas mal. Je pense que ça pourrait améliorer l'équipe. Et ça, c'est le phénomène de pollinisation des bonnes pratiques et c'est super important de favoriser ça, surtout quand on a des grosses structures. Justement, en parlant de structure, ça, c'était notre organisation hiérarchique avant. Donc, dans les équipes d'engineering, on avait une hiérarchie pour le programme management, avec tous les programmes managers, une hiérarchie pour les développeurs et une hiérarchie pour les testeurs. Donc, voilà. Et l'organisation reflète bien un peu ce qu'on faisait, c'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui faisaient des specs, qui faisaient « Eh tiens, voilà les specs. Salut !» Il y avait après des gens je crois que j'ai compris qu'ils voulaient ça, et qui développaient des choses pendant 6 mois. De temps en temps, ils posaient quand même une question ou deux. Puis après, ils disaient « Eh, on a fini de développer. Eh les gars, tenez, allez-y, testez. » Et là, il y avait les testeurs qui, eux, forcément, les petites discussions qu'il y avait eu entre le programme management et les développeurs, ils n'en avaient pas eu vent. Je pense que les specs n'ont jamais été mises à jour. Est-ce que quelqu'un a déjà vu une spec mise à jour? Ah, il y a quelqu'un qui a levé la main là-bas. Une personne sur tout l'amphi. Donc, les specs n'étaient pas mis à jour. Donc, les testeurs, forcément, ils ont fait un plan de test par rapport à la version 1.0 des specs. Et la première chose qu'ils font, c'est mais il y a plein de bugs, ça ne répond pas à ce qui a été dit. Ah, mais oui, mais alors attends, tu comprends, avec Robert, il n'y a pas de Robert dans la salle? Non, parce que Robert, c'est le prénom que j'utilise souvent pour... je voudrais vexer personne. Robert, finalement, j'ai discuté avec lui, puis on a changé. Ah, mais vous ne me l'avez pas dit. Et donc ça, alors déjà, quand on faisait du logiciel tous les 24 mois, c'était pas cool parce qu'on faisait 6 mois de conception, 6 mois de dev, 6 mois de bug fixing, et puis on réitérait, d'où les 24 mois pour délivrer une nouvelle version. Et donc, comme maintenant on travaille toutes les 3 semaines et que toutes les 3 semaines on met en prod, ça marche plus. Et puis bon, on est sur un service SaaS aussi. Donc on a fait évoluer notre organisation, nos organisations. Et donc on a toujours le programme management, ils ont survécu. Les développeurs et les testeurs, on a dit, en fait, vous avez la même mission. En fait, vous allez plus être des software développeurs ou des software testeurs, vous allez être des software engineers. Et votre mission, c'est de délivrer en production un logiciel qui fonctionne. Voilà. Démerdez-vous. Mais globalement, c'est la réalité. Alors c'est la réalité pourquoi, j'en donne quelques petits éléments ici. C'est que notamment au niveau du test, quand vous devez délivrer toutes les 3 semaines en production un service comme Azure DevOps, qui a pas mal de fonctionnalités, vous faites plus du test manuel. Donc vous commencez à développer des tests et finalement vous devenez quasiment développeur de tests. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas cette terminologie-là, mais on développe des tests pour tester le système. Donc on est tous un peu développeurs finalement. Et donc ça, c'est l'équipe d'engineering. Et puis on a les équipes Ops, par contre, qui sont venues se rajouter parce qu'effectivement, on parle d'un service SaaS et il faut bien opérer les features en production. Point important, par contre, on sépare bien les organigrammes. C'est-à-dire que, comme on est quand même dans l'agile, il faut que les gens ils puissent se challenger dans l'équipe. Si jamais le programme manager, qui chez nous, je rappelle, joue le rôle de product owner, il devient le responsable hiérarchique des développeurs, testeurs et ops, il n'y a plus de challenge. Ça, moi, personnellement, c'est la plus grosse erreur que je vois régulièrement dans les mises en place des pratiques agiles. Ouais, le chef de projet, il va devenir le product owner ou le scrum master, peu importe, et puis de toute façon, il a la responsabilité hiérarchique de l'équipe. À partir du moment où il y a une relation de dépendance hiérarchique dans une équipe agile, vous n'avez plus de challenge, parce que qui arrive vraiment à challenger son manager dans la salle? Ah, une main, 2 mains, il y a des gens qui sont courageux. Donc voilà, mais la réalité, c'est que si on dépend de quelqu'un dans l'équipe, c'est fini. Et donc l'équipe, on mélange tous ces gens-là. Et on parle aux clients. Et vous allez voir qu'on parle vraiment aux clients, j'y reviens après. Donc voilà, rapidement en termes d'organisation. Sur le Shift Left Quality, je ne vais pas aller plus loin sur l'aspect organisation, je vous ai mis en avant les points qui me semblent les plus importants. Juste avant d'aller plus loin, vous pouvez chercher Microsoft DevOps ou DevOps at Microsoft sur votre moteur de recherche préféré. Bing, bien sûr.
Et vous trouverez une longue littérature. En fait, le groupe produit a documenté à fond tout ce qu'ils ont fait, que ce soit en termes d'agilité, que ce soit en termes de refactoring applicatif, changement d'architecture, choix d'architecture. Ils ont tout documenté. Vous avez des vidéos avec des programme managers, des gens de l'engineering qui discutent de ça et qui partagent complètement librement ce qu'ils ont fait. Donc ça, c'est juste une mise en bouche par rapport à tout ce que vous pouvez trouver sur nos contenus. Donc le Shift Left Quality, j'en ai déjà parlé un petit peu. Avant, on était sur un cycle de la dette. Vous voyez les petits pics ici. Donc globalement, on est en train de développer. Là, il faut sortir une release candidate. Donc on bourre, et le nombre de bugs augmente. Voilà, release candidate, on se fait bâcher par les clients et les early adopters. Donc là, on fixe. On refait une nouvelle release candidate. Ah ouais, mais ça remet des bugs. On refixe. On essaye d'en remettre un petit peu quand même, parce que finalement, il y a des utilisateurs qui nous demandent des features auxquelles on n'avait pas pensé, mais la prochaine, elle est dans 24 mois. Zut, on essaye d'en remettre, donc on remet un peu de bugs, et après on fixe. Donc c'était vraiment un cycle de la dette. Donc ça, c'est sympa quand on délivre tous les 24 mois. Mais toutes les 3 semaines, c'est plus possible. Donc il y a une règle qu'on applique chez nous, c'est le bug cap. Donc un ingénieur, un bug par jour, 5 jours dans la semaine. C'est simple. Et donc la limite, c'est le nombre d'ingénieurs dans l'équipe fois 5. Et si la feature team elle se retrouve avec plus de bugs que le résultat de cette petite opération simple dans son backlog, ils arrêtent de travailler sur les features et ils fixent les bugs. Donc sur une équipe de 10 personnes, voilà, au bout de 50 bugs max, quelle que soit la criticité du bug, au bout de 50 bugs max, ils stoppent et ils fixent les bugs. Et ça, c'est priority number one, et c'est admis par tout le monde, et c'est comme ça, parce qu'on doit délivrer de la qualité à nos clients finaux. Le deuxième sujet, c'est passer de tout ce qui est tests fonctionnels et tests d'intégration à des tests unitaires. Bah oui, parce que, comme je vous le disais, quand ils ont commencé à faire le service, c'était un produit on-prem, développé sous forme d'une bonne vieille architecture monolithique, comme on en a tous fait dans notre vie. Et quand ils ont commencé à automatiser les tests, bien évidemment, c'était une belle boîte noire. Donc la seule manière d'automatiser les tests, c'était de faire plein de tests fonctionnels. Et j'ai vu une super session tout à l'heure sur Cypress, et effectivement, je confirme que Selenium, c'est une vraie galère. Et donc ça a coûté très cher. Donc au bout d'un moment, à force de faire du refactoring, de tests Selenium et des trucs comme ça, le groupe produit, il s'est dit ah ouais, ça coûte cher quand même, et puis c'est compliqué. Et puis dès qu'on change complètement l'interface, parce que l'interface on l'a changé plein de fois avec tous les retours utilisateurs qu'on a eu, ça pique. Donc en fait, on a shifté de cette structure. Donc les tests de niveau 3, level 3 pour nous, c'est les tests fonctionnels, et les tests de level 0, c'est les tests unitaires chez nous. Et on est passé de maintenant, ça c'était l'objectif, l'ambition, quand ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose, c'est de dire on va avoir plein de tests d'intégration unitaires, un peu de tests d'intégration. Alors on fait une distinction entre les tests d'intégration, c'est-à-dire qu'on a packagé un microservice ou un service, et par contre à l'extérieur du microservice, c'est encore des mocks. Et on a vraiment commencé à brancher avec les interactions externes. Donc ça, c'est L1, L2. Et puis le L3, vous voyez, l'objectif, c'était d'en avoir quasiment plus. Le L3, ça reste du test fonctionnel. Et c'est quoi le test fonctionnel? C'est les canaux nominaux, c'est-à-dire, tiens, les 4 millions d'utilisateurs qui se connectent le matin. C'est quoi on essaie de couvrir 80-90% des scénarios qui... Voilà, si le matin, ça marche pas, de toute façon, tout le monde s'arrête, quoi. Donc ça, oui, on les teste de bout en bout. Mais le problème, c'est bien de se dire ça. La question, c'est comment on migre de l'un à l'autre. Alors ça, c'est le profil de migration. Donc ils ont commencé ça au sprint 78. Et donc vous voyez, ça c'est le sprint 78. Il est là. On avait le profil de départ. Et au sprint 120, donc il aura fallu à peu près 40 sprints, fois 3 semaines. Je vous laisse faire le calcul. Donc un peu moins de 3 ans, entre 2 et 3 ans,
pour arriver à ce profil-là avec des tests unitaires partout. Parce qu'en fait, tout ça, ça a impliqué aussi pas mal de refactoring du code, parce qu'il n'y avait pas d'injonction de dépendance partout, parce qu'il n'y avait pas du bon découplage, donc pour aller faire des tests unitaires, il fallait s'accrocher. Donc en fait, rien que basculer vers cette stratégie-là, ça a impliqué un énorme refactoring du code. Mais par contre, aujourd'hui, ça permet quoi? Ça permet que quand un développeur il commence à modifier une méthode, eh bien, dans l'IDE, en fait, on fait tourner les tests unitaires en tâche de fond, et dès qu'il commence à toucher à une méthode et qu'il la casse, on est en train de l'insulter en lui disant hey, « t'as cassé la méthode, t'as cassé la méthode, t'as cassé la méthode, t'as cassé la méthode, t'es sûr de ce que t'es en train de faire ?» Mais voilà, parce qu'en fait, avant, on avait la problématique du j'ai développé, j'ai envoyé ça dans l'intégration continue, et puis j'ai des équipes de qualification qui, alors quand c'était pas automatisé, peut-être 2-3 semaines plus tard, reviennent me voir en me disant hey, on a trouvé un bug dans la version 1.56 de 227 que nous on a commencé à tester hier, mais que toi tu nous as livré il y a 3 semaines. Est-ce que tu pourrais revenir sur le contexte, s'il te plaît? Alors, le développeur était complètement paumé, hein, donc là, grosse perte de productivité. Alors que maintenant, avec tous ces tests unitaires qui tournent en permanence, voilà, dès qu'il casse quelque chose, il peut se prendre conscience qu'il est en train de casser quelque chose d'un peu critique. Et puis, s'il n'en prend pas conscience sur sa machine, juste à l'étape d'après, il va en prendre vite conscience. Parce que l'étape d'après, hop, c'est le pull request. Et effectivement, je vous ai dit qu'on est passé à Git, et on est passé à Git notamment pour pouvoir faire des pull requests. Et je vais synthétiser, moi, ma vision de ça et partager, j'en ai discuté avec l'engineering. Les pull requests, ça change la problématique de la preuve. C'est-à-dire qu'avant, avec des contrôles de code source, type SVN, Team Foundation Version Server, CVS, ce genre de choses, c'est j'ai développé, je balance ça dans le repo central et je me barre en vacances et je laisserai aux autres le soin de réparer l'intégration continue. Globalement, c'était ça. Qui a déjà vécu cette situation? Voilà. Voilà, on a la moitié de la salle qui a vécu cette situation. Et la pull request, c'est plutôt, s'il te plaît, j'ai bien fait mon travail, j'ai bien vérifié que mes tests unitaires fonctionnaient toujours. Est-ce que tu peux relire mon code gentiment et avoir l'amabilité de l'intégrer dans la branche master? Tu veux bien, dis, s'il te plaît, je te jure que j'ai bien fait mon travail. Et finalement, c'est ça qui... Enfin, si on doit schématiser c'est quoi une pull request, c'est ça. On inverse la preuve. C'est qu'on doit prouver aux personnes qui sont responsables de la branche dans laquelle on veut faire intégrer nos modifications qu'on a bossé correctement. Ça a piqué un peu, ça. Mais en général, ça pique un peu partout, hein, parce qu'on trouve toujours des mecs qui font « Oh, mais c'est bon, c'est chiant, là, j'ai bien développé. » Donc là-dessus, on a mis en place, bien évidemment, dans le mécanisme de pull request, le fait que le job d'intégration continue, il est ouvert. Que l'analyse de qualité Sonar Cube, elle est ouverte. Ah oui, parce qu'on utilise Sonar, hein, comme tout le monde. C'est pas parfait, Sonar, mais c'est un indicateur parmi d'autres. Donc, est-ce que l'analyse de code est bonne? Est-ce que les tests unitaires sont bons? Et on oblige à des relectures manuelles. C'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui vient relire le code. Donc ça, c'est extrêmement important. Et forcément, de préférence, quelqu'un de senior pour que ça apporte quelque chose. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ensuite, il y a penser aux utilisateurs finaux. Et la première solution, c'est de dire hey, les gars, on a des très gros clients. Et vous savez quoi, vous, mes amis les développeurs, vous allez vous prendre en main et vous allez devenir des champions de certains de nos plus gros clients. Et quand nos plus gros clients ils auront des problèmes avec le produit, ils pourront vous appeler en direct parce qu'ils auront votre contact. Donc, sous-entendu, les gars, quand vous avez fait de la je ne vais pas plus loin parce qu'on est filmé, ce sera de votre faute. Ça déjà apprend. Ça responsabilise aussi les développeurs et les ops et tout ça à se dire ouais, c'est de la qualité qu'on doit délivrer, c'est pas de la feature. Ensuite, il y a les user voice, donc le groupe les user voice, excusez-moi. Donc les user voice effectivement sont
très écouté côté Azure DevOps, Visual Studio, enfin les outils de développement. Comme je vous disais, ça arrive directement dans le backlog des équipes et ça doit être trié. Donc un moyen de réduire le volume de trucs qui arrivent dans le backlog, c'est de délivrer des choses de qualité. Voilà. Mais ça, c'est pas assez. Ça, c'est pas assez. Et donc, on demande aussi à nos ingénieurs d'aller voir ce qui se passe sur Stack Overflow et de répondre sur Stack Overflow. On a des ingénieurs qui ont des objectifs de présence sur Stack Overflow. Et puis ça, en fait, c'est pas encore assez. Parce que tout ce que j'ai mis avant, ouais, alors ok, c'est les super clients, super consommateurs. Après, c'est les mecs ultra motivés qui vont sur User Voice. Après, c'est les mecs qui sont un peu motivés, mais c'est surtout qui sont en mode panique sur Stack Overflow. Eh les gars, vous n'auriez pas un truc que je peux copier-coller dans mon code parce que j'ai un projet à rendre. Et ensuite, il y a les autres utilisateurs, 95% des autres. Comment on les adresse? Déjà, il faut aller jusqu'à eux, c'est-à-dire leur donner la possibilité dans le produit de faire un feedback sans sortir du produit. Donc c'est pour ça que dans les produits Microsoft, vous voyez fleurir les petits smileys partout qui vous permettent rapidement d'envoyer un feedback. Mais en fait, ça non plus, c'est pas suffisant. Petite anecdote, par exemple, sur Windows Insider. Alors Windows Insider, c'est notre programme pour les early adopters de Windows. Donc eux, ils ont les builds avant tout le monde. Et puis ils les essayent, ils nous font des feedbacks. Puis aujourd'hui, notre OS Windows, l'objectif, c'est qu'il soit le plus inclusif possible. Qui conviennent aux hommes, qui conviennent aux femmes, qui conviennent en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et tout ça. Et petit problème. Un jour, les mecs ont réalisé qu'en fait, dans le programme Windows Insider, il y avait 90% d'hommes. Et parce qu'aux US, on peut faire des statistiques ethniques, il y avait majoritairement des hommes blancs. Alors ça, c'est un truc qu'on ne dit pas en France, mais la réalité, c'est que c'est un vrai problème. En fait, ça introduit un énorme biais dans la conception et la réflexion qu'on peut avoir sur les features qu'on va développer. Et donc, du coup, comment on fait pour sortir de ce biais-là? On change sa définition du done. Et notre définition du done, c'est donc les features, elles sont en production, live, et elles connectent des données de télémétrie qui examinent, et ça c'est la deuxième partie de la phrase qui est intéressante, qui examinent les hypothèses qui ont motivé le déploiement. C'est-à-dire qu'en gros, ça, on n'a pas inventé, on s'est inspiré des méthodes Lean Startup, Build, Measure, Deep, Learn, et on fait la même chose. C'est-à-dire que quand on dit on va développer une nouvelle feature, on dit on pense qu'on va développer cette nouvelle feature pour telle et telle raison, on va le mesurer comme ça, et après on regarde si la mesure valide nos hypothèses, et si oui, on continue, sinon on pivote, et on va faire autre chose. Comment? Ah, je ne sais pas pourquoi, ça ne vient pas de... Ouais, je vais sortir, on va voir. Je n'ai rien fait, je ne suis pas coupable. Non, celui-là, il ne le veut pas, vraiment. Si, allez, vas-y. Ça va arriver. Alors, slide suivant. Ouais. Donc, il n'aime pas la définition du done, ça n'a pas dû lui plaire. Je ne sais pas pourquoi. Le fait qu'on collecte des données de télémétrie en production. Alors, non. Ouais, alors ça, c'est un point important. Donc, collecter des données largement, mais avec attention, but carefully. RGPD. On ne met pas les identifiants des utilisateurs dans les logs, par exemple. Non, mais vous rigolez, hein, mais on a... Enfin, moi qui fais l'accompagnement client, il y a encore plein de gens qui font ça. Ah ouais, alors il y a l'utilisateur machin qui s'est logué, qui a fait ci. Ah ouais, et vous faites comment quand l'utilisateur machin, il vous demande d'accéder à ces données personnelles que vous stockez sur lui et qui vous demande de toutes les effacer? Vous allez passer sur tous les logs de la boîte pour être sûr que... Donc, collecter largement des données de télémétrie, mais avec prudence. Et donc, pour ça, en fait, alors, dans ces sujets-là, nous, on n'avait pas... peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce service-là qui s'appelle Application Insight. C'est notre service de collecte de données de télémétrie.
il est accessible sur Azure. Et en fait, initialement, ce service-là, il a été développé pour notre usine logicielle, Azure DevOps, et puis un jour, on s'est dit « Ah, mais en fait, si c'est bien pour nous, c'est peut-être bien pour les autres », et c'est devenu un service Azure. Mais point important, donc c'est, je vois qu'il me reste 10 minutes, il faut que j'accélère. C'est très bien ça. Mesurer ce qui est important. Ah, ça, il n'aime pas non plus. Alors ça, il y a un chef de projet qui a vu ce slide et il a fait « Non, je ne veux pas ». Je reviens en arrière. Ah ouais, hein. Donc ce qui est important, c'est l'acquisition, l'engagement, la satisfaction, le taux de churn, l'usage des fonctionnalités, c'est la vélocité de l'équipe, c'est la santé du site de prod. Bon. Alors je vais aller très vite parce que les chefs de projet n'aiment pas ça et c'est pour ça que ça bloque. Par contre, ce qu'on regarde plus, c'est l'estimé original, le nombre d'heures que tu as fait pour compléter la feature, le nombre de lignes de code que tu as écrit. Et ça a coupé. Ben voilà, tous ces trucs-là, ça sert à rien. Bon, il y a du sabotage là dans l'air, hein. Il y a des gens qui n'aiment pas ces slides. Ensuite, avoir un état d'esprit, il me reste 10 minutes, donc ça c'est la petite fessée pour les développeurs. Avoir un état d'esprit orienté production, effectivement, depuis tout à l'heure, je dis les équipes sont responsables des features en production. Et donc nous, chez nous, on a un truc qui s'appelle l'incident de prod en live, voilà. Et alors, ce qui est important, c'est pas forcément tout ce qui est écrit dans le slide, c'est le point important, c'est qu'il y a une personne qui est désignée. Alors là, c'est les développeurs qui sabotent. Je suis désolé. Donc je vais avancer peut-être sans les slides. Désolé. Et du coup, il y a une ingénieure de l'équipe, de la feature team, qui est désignée. Et s'il y a un incident en prod, en heure ouvrée, il a 5 minutes pour monter sur le pont audio qui est automatiquement déclenché, avec toutes les personnes nécessaires pour résoudre l'incident. Et quand il part le soir chez lui, il part avec un laptop renforcé et il a 15 minutes pour se connecter au pont audio pendant 16 heures. Des développeurs, hein, des gens comme vous et moi, des gens très bien. Et donc, ils sont priés d'être sur le pont. Par contre, on essaie de faire les choses intelligemment. C'est que quand on sent que l'incident est vraiment majeur, on renvoie les gens chez eux. C'est-à-dire que, alors les gens chez eux, pas ceux qui doivent être sur le pont audio, hein. C'est-à-dire qu'on prépare l'équipe. Toutes les 6 heures, on change. Parce qu'en fait, on se dit, au bout de 6 heures, ça ne sert plus à rien, l'équipe, elle est rincée. Voilà, le cerveau, il a été... Donc, on change l'équipe. Et donc, quand on sent que l'incident il va durer longtemps parce qu'il va être complexe, on anticipe et on envoie l'équipe suivante. On leur dit, rentre chez toi, va passer du temps avec ta famille, va chercher tes enfants à l'école, parce que dans 6 heures, c'est pour toi. Voilà. Mais la réalité, c'est ça. C'est que c'est pas tu vas faire ta journée de boulot, tu vas développer tes features, et comme tu es un Superman, cette nuit, tu vas être sur le pont. Non, ça marche pas comme ça. Être transparent, ça aussi, hein, c'est un truc, ça a mis du temps à apprendre chez Microsoft, mais sur ce groupe produit-là, et je dis bien sur ce groupe produit-là, je n'ai pas dit que c'était vrai sur tous les groupes produits Microsoft aujourd'hui, mais on y travaille. Sur ce groupe produit-là, à chaque fois qu'il y a un incident en prod, vous avez le patron du groupe produit qui se fond dans un blog post et qui fait une root cause analysis publique. Et qui dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on a détecté, et voilà ce qu'on va faire pour que ça ne se reproduise jamais. Au début, ça fait peur à tout le monde, et puis dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça rassure nos clients, parce qu'ils voient bien qu'on fait ce qu'il faut pour que ça ne se reproduise pas. Parce que comme je vous disais, 4 millions d'utilisateurs quotidiens, donc vous imaginez 4 millions de développeurs qui ne peuvent plus committer leur code worldwide. Il y a beaucoup de gens qui nous détestent quand ça arrive. Rapidement sur les rôles. Donc les rôles, effectivement, on pose souvent la question. Donc les rôles, l'ingénieur, donc c'est les développeurs, ils sont mobilisables, mais on a aussi des Site Reliability Engineers, et pas des DevOps. Ça ne veut rien dire. Donc ils sont là, les Site Reliability Engineers, eux, ils ont accès vraiment à la prod, ils ont toutes les clés de la prod, ils monitorent la plateforme et tout ça. Par contre, ce n'est pas des experts de la manière dont le service, les applications, les microservices, ils ont été développés. Et c'est pour ça que les ingénieurs, ils ont besoin d'être sur le pont. Donc voilà un petit peu les rôles, mais tout est pensé pour que, effectivement, ça doit tourner en prod. Voilà.
dernier point sur cette partie-là, on automatise tout complètement. C'est l'histoire de l'œuf et de la poule. On automatise tout complètement avec l'usine logicielle elle-même. Donc c'est elle-même qui se déploie. C'est assez rigolo. Et donc, hop. Vous voyez, ça, c'est notre usine logicielle en live, la vraie, la prod. Donc ici, il y a plein de. Donc ici en colonne, vous avez les builds. Voilà, à chaque fois qu'il y a un nouveau commit dans la branche master, on lance un build et on le déploie sur les environnements. Et vous voyez que sur un même environnement de test, il y a plusieurs versions qui sont déployées. Alors, c'est juste qu'en fait, pour nous, un environnement, c'est juste quelque chose de logique. Et c'est templétisé, on fait de l'infra as code, et à chaque fois qu'il y a un build, on déploie l'environnement, on déploie le code dessus, on déploie les données pour lancer les tests, et on teste. Donc, ce qui fait que là, par exemple, sur cet environnement, on a plus de 6 ou 7 environnements déployés concrètement dans Azure pour lancer les tests. Et bien évidemment, on n'arrête rien jamais, parce que si jamais on arrête tous ceux qui y a avant et qu'il y a un bug qui arrive dans celle-ci, par exemple, on ne sait pas sur quel commit le bug a vraiment été détecté. Et puis sur le déploiement, allez, charge-toi, il me reste 4 minutes, c'est bon ça. Voilà, et sur le déploiement, et tiens d'ailleurs il y a un problème sur une de nos instances internes, ça toutes les colonnes là, c'est les différentes instances qu'on a en production. Donc en fait on fait du déploiement en oignon, c'est-à-dire qu'on se déploie, le gros produit se déploie sur lui-même, puis sur les autres gros produits Microsoft, puis sur des clients early adopters, puis sur le data center en Amérique du Sud, parce que c'est là qu'il y a le moins de clients. C'est ballot. Et puis ensuite sur les autres régions Azure. Et du coup, ça permet de gérer le nombre de personnes qui se mettent à hurler en même temps si jamais on a oublié quelque chose. Enfin, donc l'infrastructure flexible, effectivement, je vous rappelle que c'était un produit prévu à la base pour être on-prem, et on a toujours la version on-prem du produit. Donc en fait, on a une seule branche de code qui est packagée 2 fois, et pour faire ça, on a une couche d'abstraction. Ouais, dans certains cas, toutes ces couches d'abstraction où des fois on se dit « oh, ça sert à rien », ouais, dans notre cas, ça sert à quelque chose. Donc par exemple, le storage, on a une couche d'abstraction pour faire une abstraction du stockage, et quand on est on-prem, le stockage, c'est du stockage fichier. Quand on est dans Azure, dans la version cloud, eh bien, c'est du Azure Storage, et ainsi de suite. Pour l'autente, quand on est on-prem, c'est Active Directory, quand on est dans le cloud, c'est Azure Active Directory, et ainsi de suite. Et ça, on le gère. Et le point important, on a dû moderniser notre architecture. Alors, c'est facile quand on développe des nouveaux services ou quand on commence from scratch dans le cloud, on va utiliser des services PaaS, qui soient sur AWS, qui soient sur Google Cloud Platform ou Azure, ce n'est pas le propos du jour. On va utiliser des services PaaS, on va utiliser des Azure Functions, on va utiliser ce que vous voulez. Mais nous, on avait besoin d'envoyer le même code on-prem et dans le cloud. Donc tous ces sujets-là, c'était pas possible. Donc la solution, c'est les conteneurs, pour le coup, notamment qui permettent de densifier nos infrastructures pour pas avoir des CPU utilisés à 6%. Donc aujourd'hui, notre état actuel, c'est qu'on est en train de toujours splitter le produit en plein de microservices qu'on peut conteneuriser, qu'on peut déployer à l'envie. Tout ce qui est la couche d'abstraction, on a mis ça dans les shared services. Et eux, ils sont complètement maintenant sous forme de microservices. Et on peut les déployer, les scaler autant qu'on veut. Et à la fin, quand on veut déployer on-prem, on peut aussi les packager pour qu'un client puisse les déployer on-prem. Mais tout ce travail-là, c'est un gros travail d'architecture. Et vous voyez, on a commencé en 2010, on est en 2019, on n'a pas toujours fini parce qu'il y a la presse marketing qui dit c'est génial, et il y a la réalité qu'on, je pense, connaît tous au quotidien, qui est ouais, mais l'existant, il doit continuer à tourner. Donc dans la réalité, c'est toujours plus compliqué. Et ce qui facilite les choses, c'est vraiment de pouvoir se dire ça. C'est ne croyez personne qui va vous dire tu vas faire ce process-là, tu vas mettre cet outil et dans 6 mois, tu es DevOps. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai.
Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Ah, il n'aime vraiment pas mes slides. Hein. Donc ça, c'est le petit résumé, donc je le laisse afficher. Je vous remercie de votre attention. J'espère que le partage était intéressant. N'hésitez pas à venir me poser des questions. Et pour ceux qui aiment bien les licornes, j'ai quelques t-shirts là en bas. Mais j'en ai pas pour tout le monde. Donc... Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Oui, une question, tu disais que vous travaillez par équipe regroupée, donc je comprends bien, il n'y a peut-être pas de remote, et après tu parlais de diversité. Par exemple, si une équipe parisienne travaille sur un produit, il n'y aura peut-être pas de diversité, il n'y aura que des gens européens. Si un produit est fait par les Américains, il n'y aura que la culture américaine dans le produit? Non, alors, on résout ce problème-là par plusieurs solutions avec une stratégie très américaine. Donc déjà, c'est qu'à Seattle, on fait venir des gens de toute la planète. Ça nous pose tellement de problèmes avec le mec qui dirige les États-Unis à l'heure actuelle. Regardez les tailles, est-ce qu'il y a des XL, des M? Excuse-moi, je finis ta... c'est qu'on a même décidé d'ouvrir un second... Enfin, de faire un gros investissement à... Je ne saurais pas dire... Vancouver, pour mettre un autre headquarter. Voilà, c'est une antichambre, comme ça vient pas, ils ne viennent pas aux US. Donc ça, c'est la première solution. Donc dans nos équipes, on a des gens qui viennent de toute la planète. Et on a aussi une feature team écolocalisée. Par contre, le gros produit, tu vois, aujourd'hui, les équipes qui gèrent tout ce qui est continuous delivery, ils sont en Inde. Il y a des équipes en Grande-Bretagne, il y a des équipes aux US. Donc les feature teams, elles, peuvent être éclatées. Mais une feature team toute seule, elle est colocalisée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a plus de questions parce que c'est la fin de la journée. Vous pouvez me choper à l'extérieur et je réponds à toutes les questions. De rien. C'était impeccable. Merci. On va